ça va et toi? Ouais, et tu sais quoi? On a une invitée aujourd'hui? Non, c'est pas vrai. Dis-moi pas que c'est pas vrai. Oui. Virginie, mais qu'est-ce que tu fais là? Salut les filles, trop contente de vous voir. Ah, c'est trop bien de t'avoir ici. Ouais, welcome. On est trop contente. Tu es notre deuxième invitée pour Ouais, notre merci, podcast. merci. Je suis contente aussi d'être là. Virginie, avant qu'on explique pourquoi tu es là, alors tu es là parce qu'on t'aime, ça c'est OK, mais on a profité du fait que tu avais un petit peu de temps en ce moment, mais ça, on va en parler tout à l'heure. Est-ce que tu veux bien te présenter pour que nos auditeurs fassent ta connaissance? Oui, 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 bien sûr. Donc, Virginie Adèle, j'habite dans Lyon, donc au sud de la région parisienne, pour ceux qui ne savent pas, ou au nord de la Bourgogne. Ça parle Ouais, peut-être moi je plus. préfère le nord de Ouais, la Bourgogne. c'est ça, ouais. Qu'est-ce que vous avez contre les Parisiens là-haut? Non, Rien, rien, mais moi c'est je une suis née à histoire. Auxerre, pas loin de chez elle. Ouais, Ah, c'est juste une histoire de goût, hein. Voilà, on sait que les d'accord. gourmands préfèrent la Bourgogne, voilà. Et donc, j'ai travaillé pendant presque, enfin, on va dire plus de 10 ans en tout dans l'industrie. J'ai aussi enseigné pendant plus de 15 ans dans l'éducation nationale en primaire. Et voilà, ma troisième reconversion, on va dire, c'est coach maintenant. Je suis coach et aujourd'hui, j'accompagne. Alors, essentiellement, mon public de cœur, on va dire, c'est les enseignants qui veulent se reconvertir parce que je sais qu'il y a beaucoup de souffrance dans l'éducation nationale et qu'il n'y a pas beaucoup de solutions, surtout. Donc ça, c'est mon public de cœur. Ensuite, j'adore accompagner toutes les personnes qui sont sur la voie de la reconversion, même si elles ne sont pas enseignantes. Voilà. Et puis, un autre de mes publics de cœur, c'est les équipes. Voilà, accompagner les équipes, ça c'est quelque chose, pour l'instant, je ne le fais pas encore beaucoup, mais c'est quelque chose qui me fait vraiment envie parce que le collectif, c'est quelque chose qui me parle beaucoup. Voilà. Hmm. Génial. Tu vois, on a plein de points communs, on se demande pas pourquoi elle est là, Virginie. Ouais. Et ça, d'ailleurs, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés, effectivement. En fait, il y a des valeurs communes, ça nous relie, et puis voilà. Et après, le lien reste. C'est ça. C'est ça, parce qu'on s'est toutes rencontrées dans Coach en mission. Merci, Et Lynn. oui, grâce à Lingen, tout à fait. Ouais. Ouais. Ouais, et on a eu le plaisir de se voir à Paris, comme quoi, tu vois, on n'est pas raciste, Hello, hein. On y est quand même allé à Paris. Excellent souvenir d'ailleurs. Ouais, ouais, c'était top. Et donc, je disais en introduction, Virginie, tu as un petit peu de temps en ce moment parce qu'il t'est arrivé un petit incident, on va dire, Mhm. qui aurait pu faire plus mal, mais a priori, ça a l'air d'aller. Tu veux nous Oui, raconter un petit peu? oui, oui. Donc effectivement, comme ça fait pas très longtemps que je me suis lancée dans le coaching et que pour l'instant je n'en vis pas encore, j'avais continué à côté une activité salariée en intérim. Donc j'ai en intérim une activité alimentaire, c'est important pour moi. L'intérim pourquoi? Parce que la liberté, voilà, de ne pas être engagé trop longtemps et la sécurité, enfin le côté alimentaire, voilà, pour la sécurité, d'avoir un revenu régulier encore tous les mois, parce que bah, c'est encore un peu compliqué pour moi de me dire qu'il n'y a pas forcément quelque chose qui tombe à la fin du mois. Et en fait, ça dégage du temps, parce qu'un travail alimentaire, ben, en fait, une fois qu'on est chez soi, on n'est plus au travail. Contrairement à certains autres voilà, boulots de cœur où en fait on décroche presque jamais. Voilà. Donc ça a été ça. Je me suis aussi éclatée dans mon travail intérimaire, parce que ouais, je m'éclate dans tout ce que je fais, d'une façon générale, c'est plus sympa quand même. Mais voilà, un matin, en allant travailler, donc à 5h20, puisque je travaillais en 2-8, Ouais. j'ai glissé dans la boue, voilà, en prenant ma voiture, juste glissé, le truc tout bête, et ben, au lieu de tomber juste sur les fesses, je suis tombée sur mon pied. Et là, Mm. ça fait crac. En général, on n'aime pas trop quand ça fait crack. C'est ça, ben, c'est ça, ouais, Donc, parce que on sent bien. c'est ça, c'était pas tant la douleur, c'était le fait que ça fasse crack. Je me suis dit, ah, là, c'est peut-être pas juste, je suis peut-être mal tombée sur mon pied, en fait. Mon pied a Ouais. pas l'air d'avoir apprécié que je sois tombée dessus. Et du coup, je me suis dit, ah ben là, si vraiment je suis bloquée, il y a un signal qu'il faut que j'écoute. Voilà, parce que Mm. jusqu'à maintenant, j'avais jamais eu de problème. Au niveau du corps, je pense que je suis quelqu'un qui ne suis pas hyper à l'écoute de mon corps, mais bon, en même temps, voilà, j'aime bien courir, j'aime bien prendre l'air, etc. Donc je pense que je ne le malmène pas trop, mais je ne suis pas particulièrement à l'écoute. Mais là, je me suis dit, ah,
Là, il y a un message. Ouais, vous avez un message. Voilà, et le message s'est concrétisé par effectivement 45 jours de plâtre. Et là, je me suis dit, ah ouais, il y a un message. Ouais, ouais, il va falloir changer des choses. Et alors, quel était ce message que tu as reçu? Ben alors déjà, je me suis dit, se poser. Tu n'avais Se pas le choix, poser, là. voilà, et se poser les bonnes questions. Hmm. Voilà. Ouais. Parce que juste après mon plâtre, effectivement, il y a eu enfin, c'est pas juste après mon plâtre, c'est juste après la chute. Quand je suis arrivée aux urgences, en fait, j'ai amené un livre parce que bon, on sait bien qu'aux urgences, enfin, en plus, voilà, une cheville abîmée, c'est pas prioritaire évidemment, hein. Il y a des gens qui ont des problèmes beaucoup plus graves, donc évidemment que je savais que j'allais attendre. Donc j'avais emmené un livre. Le livre que j'étais en train de lire à ce moment-là, c'était Notre façon d'être adulte fait-elle sens et envie pour les jeunes? Oh. Ouais, c'est un livre que j'adore, je trouve vraiment génial. Et donc ça faisait quelques jours que je ne l'avais pas lu, donc il y avait mon marque-page, je l'ouvre, et là je tombe, j'en étais au chapitre être plutôt que faire. Et là Voilà. je me suis C'est dit, génial. bon, si là, si tu n'as pas compris le message, il y a un moment, voilà, Ah, ça a confirmé le message, on va dire. Voilà. Ouais. belle synchronicité. Ouais, voilà. Et Ouais, donc, ça résonne carrément, ça, parce que je fais juste ce petit aparté. Après, tu vas continuer à raconter les autres messages que tu as compris. Mais sur mon autre podcast, je viens d'enregistrer un épisode justement où je parle de la génération Z. Parce que j'ai eu des discussions avec des patrons d'entreprise qui disent, ouais, mais moi, si je veux pas d'emmerde, j'en embauche pas. Comme ça, au moins, j'ai pas de problème d'engagement. Ah, wow. Je dis, vous pensez vraiment que ça vient que de la génération Z? Et il Attends, avait l'air de me dire, est-ce bah, que tu peux nous dire qui est sous la génération Z? génération Z, c'est juste les personnes qui sont nées jusqu'en 2010 et ça commence, je À peu sais près. plus exactement quelle date. Ok, bon, jusqu'en 2010. Donc c'est des jeunes qui sont déjà sur le marché du travail. Je pense que c'est 25 ans de toute façon ou 20 ans une génération donc D'accord. voilà, c'est à peu près 90-2010 quoi Ok, ouais. et il me disait: «Ben, en tout cas, on a une vision du travail qui est différente et on n'arrive pas à se comprendre». Et en fait, effectivement, je pense qu'il y a des différences de vision là-dessus. Mais pour moi, il y a aussi des enseignements pour nous, et quand je dis nous, parce qu'on est de la même génération, toutes les 3, à en tirer. Parce que nous, on a finalement pris pour acquis ce que nos parents nous avaient dit, qui tenaient eux-mêmes de leurs grands-parents, qu'il est travaillé, il faut le faire, nanana, et c'est pénible, mais c'est pas grave, tu dois le faire, et puis tu te reposeras plus tard. Et même pire que alors, tu te reposeras, c'est tu t'éclateras plus tard. ouais. Voilà. Juste. Et en fait, la génération Z, elle refuse ça. Elle dit: «Bah non, moi je veux m'éclater aussi». Alors moi, je suis un peu comme ça, maintenant. Mais à un moment, il faut se prendre le mur pour, réaliser que ce que tu vis te convient pas. Et donc le titre de ton bouquin, il est hyper inspirant, quoi. Oui, oui, c'est un livre de Thomas Dansembourg, sans surprise. Ah Ah, bah voilà, ouais. comme par hasard. Communication non violente. Voilà, Ouais, ouais. Ouais, OK ouais, ouais, et donc c'est vraiment génial. Il est vraiment génial ce bouquin parce que bah, ça dit exactement ce que tu es en train de dire, hein. Je veux dire, il y a des choses peut-être que effectivement, on peut tirer des enseignements de la façon dont nos jeunes vivent aujourd'hui et vivent. Alors là, on parle de marché du travail, mais vivent d'une façon générale. ouais, Vivent leur vie d'une façon générale, abordent leur vie d'une façon générale. Les jeunes, effectivement, comme tu dis, la génération Z, ils ont connu le Covid dans les pires années, en fait, pour eux, mmh, finalement. Parce que les années où ils étaient jeunes, où justement on en profite généralement avant d'être sur le marché du travail, eux, ils ont été privés de leurs copains, de toutes les relations sociales à un âge où c'est hyper important, à un âge où ouais. où justement tu te détaches un peu de la famille pour aller vers l'extérieur. Et là, on les a ramenés à leur famille. Je pense que ça a été hyper violent. Bon, moi, les miens étaient un peu plus grands, donc ils n'ont pas vécu de la même façon, mais je pense que oui, pour les ados, ceux qui ont connu ça ados, ça a dû être hyper violent. Ouais. Et je pense Mon que c'est filleul a ça. fêté ses 18 ans pendant le confinement. Hmm. Ah, c'est sûr, ça a un Et impact. là, tu fais: «Ouais, c'est normalement». Même, je sais pas vous ce que vous aviez fait pour vos 18 ans, mais moi, c'était la grosse fête. C'était, je pense, la première fois que ma mère m'avait laissé la maison
Je sais même pas où elle était allée d'ailleurs. Et j'avais la maison pour moi toute seule avec tous les potes. Bon, c'était la grosse fête, quoi, les 18 ans. Ouais, après, pour moi, non, mais je pense en effet, chacun le vit à sa façon, mais à partir du moment où tu as la liberté de faire ce qui résonne en toi, c'est ça qui est chouette et que, en effet, cette génération n'a pas pu faire, en fait. Bah, carrément, ils étaient confinés, donc c'était par Snapchat. Ouais, bon anniversaire, bon anniversaire. C'est trop Par cool. contre, outre le fait de trouver une explication à pourquoi ils ont ces traits de personnalité vis-à-vis de leur investissement dans le travail, on va dire, c'est nous, de notre génération, quand on les voit, qu'est-ce que ça nous renvoie sur nous? Qu'est-ce que ça vient toucher là en nous, en fait? Parce que moi, au début, j'ai été aussi manager d'une équipe et à l'époque, je l'ai ressenti ça. J'avais 2 jeunes avec moi et je sentais vraiment que leur priorité, c'était leur bien-être avant tout. Et moi, ça venait me titiller parce que moi, mon travail a été évidemment OK avec ma famille et j'essayais d'être un peu partout en même temps, mais ça ne m'a pas forcément mené au bon endroit. Mais en tout cas, mon travail, c'était une de mes priorités dans ma vie et de m'assurer que je donnais mon meilleur et limite donner toujours plus. C'était vraiment un numéro un. Et le jour où au début, ça m'a vraiment contrit, moi, en fait, de voir ces jeunes qui, finalement, je l'interprétais mais en fait, elles en ont rien à foutre de l'entreprise, ça leur passe complètement au-dessus, c'est elles d'abord. Et pour moi, c'était inconcevable. Mais petit à petit, comme vous le disiez, on a à apprendre de ces générations. Pourquoi c'est venu me toucher là, moi? Pourquoi ça m'a renvoyé cette image-là? Et qu'est-ce que finalement, ça m'a aidé à les transformer en moi? Parce que finalement, comment dire, ce qu'elles partagent là, bah ouais, moi j'adhère. Hein, nous mettre en numéro un dans notre vie, c'est tellement essentiel, quoi, pour pouvoir vivre quelque chose qui nous ressemble vraiment. Mm. Et puis aussi, le vivre sur du long terme. Parce que quand on met son boulot en priorité dans sa vie sans mesure, finalement, ça nous mène où? La plupart du temps au burn-out. Mm. Donc, je trouvais En- ça intéressant de voir Ouais. comment leur attitude, qu'est-ce que ça vient toucher en nous, en fait. Bah, Et il y a, comment il y a plusieurs choses. C'est déjà, tu connais les archétypes de Jung, Mmh, la part d'ombre. mmh, Ta part d'ombre, souvent, tu vas la trouver par déduction quand tu as des comportements de certaines personnes qui t'énervent ou qui génèrent des émotions fortes. mmh. Bah, c'est ta part d'ombre. C'est en fait ce que tu aimerais être, mais que tu n'arrives pas à assumer. Tu Oui, en vois? fait, les autres sont notre miroir. Et ils viennent C'est nous que renvoyer. finalement, bah, peut-être que moi aussi, j'aimerais que le travail soit pas ma priorité numéro un et faire de moi ma priorité numéro un, mais à cette époque-là, tu n'y arrivais pas. Et donc, ça venait titiller ça, quoi, je pense, hein. Ou je pense que j'en avais même pas conscience. Oui, mais comme c'est inconscient, Inconsciemment. Mm. cette part d'ombre, elle est inconsciente. Donc, ça faisait ce genre d'émotion-là, Ouais, juste pour te dire, complètement. hé, toi Tout aussi, tu pourrais le faire, en fait. Ouais, complètement. Et c'est Mm. là où vraiment ces générations-là, on a vraiment quelque part à les utiliser comme un miroir. Tu vois, c'est vraiment ça. Ouais. Après, il y a deux choses, c'est qu'il faut pas tomber dans l'excès inverse, parce que c'est ça qu'on leur reproche finalement, c'est de ne pas être engagé dans leur travail. Et donc, pour moi, ce qu'il faut réinventer, c'est le travail. C'est comment tu Exactement. donnes envie à des personnes qui font d'elles-mêmes leur priorité et qui ont bien raison de le faire, je pense, de s'engager dans un travail. Ben, il faut que ce travail il soit un vecteur d'épanouissement. Et c'est Mmh, ça qu'on a carrément oublié depuis des générations et des générations. C'était mmh, un vecteur pour te donner un statut social, un vecteur pour t'apporter une sécurité. Tu en parlais très bien tout à l'heure, Virginie, une sécurité financière, et puis etc. et Mais un est-ce que statut. c'était un vecteur de développement et d'épanouissement? Ça, tout le monde s'en foutait. Mmh, Et je mmh. pense que pour moi, le défi dans le monde du travail, il est là. C'est comment, en travaillant dans une entreprise qui n'est pas la tienne, parce que pour nous, c'est plus facile, je trouve, quand c'est ta boîte, bah, tu fais ce que tu veux, Ouais. tu arrives à trouver dans ton travail un vecteur d'épanouissement qui te donne envie de t'engager et qui va te donner du sens dans ce que tu fais, mais aussi du sens à contribuer à la réussite globale de Tel- l'entreprise. Tellement parce que ce qui résonne en moi dans ce que tu dis là, Cécile, c'est les jeunes, quand ils ont
quand ils sont vraiment motivés, ils savent s'engager en fait, hein. Et je trouve qu'ils sont même encore plus committed que nous, parfois, en tout cas, moi je parle pour moi. Et tu as raison, tout est dans la façon de les peut-être même de les impliquer en fait. Comment développer leur engagement, les impliquer dans cette question, ça peut être intéressant aussi. Mm. Mm. Qu'est-ce que tu en penses, Virginie? Ah oui, tout à fait, tout à fait. J'ai vraiment apprécié quand tu as dit c'est le travail peut-être qu'il faut questionner, parce qu'en fait, on en est là. Moi, j'observe des jeunes qui sont engagés dans le travail. C'est juste que l'engagement pour eux ne veut pas dire la même chose que pour d'autres. Ouais. C'est-à-dire qu'effectivement, quand ils sont au travail, ils sont au travail. Ils ne sont pas ailleurs. Alors, je ne dis pas que c'est le cas de tous les jeunes, hein. Y a des jeunes qui, effectivement, j'entends parler des fois de jeunes qui sont sur leur portable, au travail, etc. Bon. Mais le problème, c'est qu'on va stigmatiser, encore une fois, quelques comportements comme ça, qui ne sont pas non plus représentatifs, je pense, de la globalité. Moi, je vois des jeunes qui, quand ils sont au travail, sont au travail, ils sont dans ce qu'ils font. Maintenant, à l'extérieur, ils estiment que ça leur appartient. Ils refusent d'être envahis par des messages n'importe quand. Ils veulent pouvoir prendre des vacances quand ils en ont envie. Ils veulent pouvoir changer de carrière s'ils en ont envie. Et je trouve ça normal, en fait. Je trouve que, voilà, c'est des priorités qui, finalement, à partir du moment où c'est clair, parce que c'est ça aussi, c'est que je trouve qu'ils ont un discours plus franc que nous, on a pu l'avoir. Parce que nous, effectivement, on était un peu peut-être soumis, hein, dans le sens transactionnel. Hein. On était assez enfants soumis. Voilà, les règles sont comme ça. Tu as signé un CDI, donc tu restes. Et puis, on subissait plus ou moins bien, mais on subissait. Et aujourd'hui, les jeunes, parfois, ils le disent. Ils disent, ben voilà, moi, je veux bien. Je ne vais pas vous promettre que je vais rester 10 ans. Peut-être qu'il y a un moment où je vais avoir envie de partir et faire autre chose. C'est marrant parce que ça, tu choquer, vois, ça. je pense que moi, je me suis toujours dit que je pourrais pas rester forcément 10 ans, mais est-ce que je l'ai dit à mes patrons? Je suis pas sûre. Ouais, ouais. Mais tu vois, au-delà même de la soumission, je pense on a pu être même dans le sacrifice. Moi, mon premier job, je l'ai accepté à un salaire que je pense n'importe qui avait mon niveau de diplôme aujourd'hui ne l'accepterait pas. Oui. Mais on avait cette espèce de sens du sacrifice, de dire, ouais, ben, tu débutes, donc tu prends ce qu'on te donne, quoi. Ouais, carrément. Après, je suis devenue un peu plus exigeante en vieillissant. Mais... Ce que j'observe, c'est que finalement, les jeunes, ils osent. Oui. Et quand on les voit oser, ben nous, on s'autorise aussi à oser. Je trouve on s'autorise ou on s'autorise pas, et dans ce cas, ça nous énerve. Et comme je disais tout à l'heure, parce que ça nous renvoie à notre part d'ombre, quoi. C'est ça. Ouais. C'est ça. Et c'est pour ça que j'avais trouvé le titre du livre. D'ailleurs, c'est une amie qui me l'a prêté. Hein. C'était pas mon livre. Je pense que je vais me l'acheter parce que finalement, je l'ai vraiment tellement adoré que je pense que j'aurais envie de le prêter aussi. Mais ouais, le titre, déjà, m'a complètement parlé, quoi. Notre façon d'être adulte fait-elle sens et envie pour nos jeunes? Ouais. Ah ouais, mais carrément. C'est une question que je me suis tellement posée, tu vois, ces dernières années, que quand j'ai vu le livre, je me suis dit, mais en fait, il a écrit un livre pour moi, là. Ouais, ouais. Mais alors, c'est quoi tes pour actions, Virginie? Pardon? Ben, suite à ce titre, qu'est-ce qui t'a plu dans ce titre? Qu'est-ce que ça t'a donné envie de faire, de lire tout ça? Je pense que tu vois, c'est un peu ce que tu disais, le côté inspiration, en fait, des jeunes. C'est-à-dire que nous sommes des modèles, en fait, pour les jeunes, qu'on le veuille ou non. Et nous sommes des modèles, non pas parce que nous disons, on aimerait bien, hein, inspirés par la parole, en disant il faut faire ci, il faut faire ça. Mais en fait, on est des modèles parce que nous sommes. Et du coup, voilà, cette invitation à être plutôt qu'à faire, elle est hyper importante. Tu vois, dans ce côté, effectivement, on a une génération qu'on considère, comme tu disais tout à l'heure, peut-être un peu désengagée, à tort, hein, je pense. Mais en fait, est-ce que c'est pas une conséquence de toutes ces personnes qui font des burn-out depuis des années, tu vois, et qui du coup, ben, les enfants, ils se disent, mais moi, je veux pas ça, quoi. Mais je veux pas que ma vie, elle ressemble à ça. Je veux pas me sacrifier pour mon travail. Je veux bien avoir un travail, je veux bien m'investir pour un travail, mais je veux pas me sacrifier.
je veux pas m'oublier à ce point. Mmh. Et ça peut se comprendre si tu te mets à la place d'un gamin qui a vu, un de ses parents, voire les 2, faire un burn-out et puis parfois ça peut être très long, hein, de s'en remettre. Mmh. Je fais: «Waouh, est-ce que ça vaut vraiment le coup?» C'est ça Ben, peut-être pas. et même pour aller plus loin, je veux dire sans aller jusqu'au burn-out, des enfants qui ont pu ne pas profiter de leurs parents, tu vois? Mmh Et se mh. dire: «Mais en fait, mes parents, je les adore, je vois bien qu'ils ont fait ce qu'ils ont pu, mais j'ai pas envie d'être ce genre de parent». Enfin, Mmh. on est tous pareils, je pense que dans l'éducation, s'il y a quelque chose qui est vrai, c'est que tu as envie de reproduire ce que tu as aimé et tu as envie de faire l'inverse de ce que tu as pas aimé. Mmh Donc, mh. quelque part, ça explique ces effets de balancier de génération où effectivement une génération qui a pu, reprocher entre guillemets quelque chose à ses parents, hein, si on prend globalement, bah, du coup, ça va avoir un effet inverse en fait. Ouais. Et je pense que pour nous, il y a cet effet-là, mais il arrive plus tardivement. Alors, je parle pour moi, vous me direz si ça vous parle aussi, mais moi, c'est arrivé plus tard dans le sens où, si tu veux, j'ai vu ma mère travailler, je trouvais ça normal, elle aimait ce qu'elle faisait, elle était enseignante, hein. Elle aimait ce qu'elle faisait, elle était passionnée et pour moi, c'était vraiment une vocation, tu vois, d'enseigner pour elle. Ah, il y a mon petit jeune qui est en train de me foutre le bordel. Comme ça, hop, voilà. Je me suis absentée pour aller lui ouvrir, mais il est en train de me mettre le bureau, à sac. Il est très engagé dans ce qu'il fait. Donc je disais, moi, j'ai vu ma mère être passionnée par son travail et ça m'a jamais choquée. Mais finalement, c'est après, c'est quand je l'ai vue avoir du mal à prendre sa retraite en se disant: «Ouais, mais j'ai quoi dans ma vie?» que là, j'ai commencé à me questionner et dire: «Ouais, non, mais c'est pas ça la vie, en fait. Tu devrais pas, être angoissée à l'idée de prendre ta retraite, puisque tu as plein de choses que tu as repoussées en disant: "Je le ferai quand j'aurai du temps"». Et puis après, je l'ai vue tomber malade et je me dis: «Ben, tu en profites pas très longtemps de ta retraite». Et là, tu dis: «Oh, il y a un truc à changer», Mmh tu mh. vois? Et en fait, finalement, grâce au fait qu'on est dans une génération qui va jusqu'au burn-out, ben, on permet à cette génération Z et puis les plus jeunes d'avoir cette réflexion beaucoup plus tôt que nous. Enfin, ça, c'est mon point de vue. Je sais pas si ça vous parle? Après, je suis pas sûre que ce soit qu'une question de génération parce que malheureusement, il y a aussi beaucoup de jeunes qui font des burn-out. Hem, OK, donc là, on est dans ton livre, Virginie. Moi, j'avais envie parce qu'on est en train de faire, en fait, de mettre les gens un peu dans des boîtes. Bon, c'est normal parce qu'on parle et cetera, mais Des généralités, oui. Mmh. oui, et en fait, je me dis: «Est-ce que vraiment c'est une question de génération?» Bon, tout ce qui a été dit, je l'entends, mais ouais, voilà, en fait, il y a vraiment hem, encore une fois, il y a des jeunes qui font des burn-out et je pense qu'entre guillemets, on ne peut pas apprendre sa leçon sans passer par cette douleur, sans pleinement la vivre, la laisser infuser en nous quelque part. Mais après, je vous rejoins, c'est clair que quand on voit des gens autour de nous qui font des burn-out, ça inspire pas et on se dit: «Bah, tiens, on va pas faire pareil». Mais est-ce que ça vous est j'imagine, ça vous est déjà arrivé dans votre vie de dire: «Ah bah, tiens, moi, je veux pas faire ça» et puis quelques années après, tu te dis: «Ah ouais, en fait, je suis tombée dedans». Mais peut-être parce que j'avais besoin de tomber dedans pour Mmh. vraiment l'expérimenter dans mon corps, tu vois? Mmh mh. Mmh. Pour retenir ma leçon finalement. Ouais, 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 c'est vrai qu'il y a certainement. un peu de ça, ouais. Mmh mh. Et Et mais il y alors a aussi alors tu vois, dans le côté, génération, il y a aussi le fait que la retraite recule, Ouais. tu ouais, vois? Et qu'effectivement, on a beau dire qu'il y a de plus en plus de centenaires, de gens qui vivent plus vieux et cetera, on voit aussi beaucoup de gens qui n'arrivent pas à la retraite. Et je pense qu'il y a aussi ce phénomène-là chez les jeunes de se dire, ben, tu vois, comme tu disais, Cécile, c'est quand tu vois les gens qui n'arrivent pas à la retraite ou qui n'y arrivent pas en bonne santé, je te dis, ben, en fait, est-ce que c'est juste de se dire: «Je vais attendre la retraite pour faire ce que j'ai envie de faire»? Mmh. Ah bah, et moi, je te dirais non, carrément non. Mais ouais, oui, c'est clair. et là, je pense que c'est toi, Cécile, qui avait partagé un post à ce sujet un jour, sur le fait de, heu, pourquoi la retraite? Enfin, pourquoi attendre la retraite pour faire ce qui nous tient vraiment à cœur? Et pourquoi se dire, «Oh putain, j'ai mon fardeau là, je vais le porter jusqu'à ma retraite et une fois que je serai à la retraite, je l'enlève et je suis libérée». Bah, en fait, pourquoi pas te créer ton job ou en tout cas vivre ton job d'une façon où tu te dis: «Oh, mais moi j'ai envie de faire ce job forever», tu vois? Mmh.
Et Et moi, donc ça a là, été tu mon changes chemin, un hein. peu le... Moi, ça a été mon chemin. C'est-à-dire qu'à un moment, je me retrouve à 45 ans en me disant, bon, il me reste encore 22 ans à travailler, parce que j'ai commencé un peu tard, vu que j'ai fait des études qu'on appelle longues. Et là, tu te dis, ça va pas être possible, quoi. Mm. Tu peux pas compter les jours pendant 25 ans, c'est pas possible. Hein. Tu sais, j'avais l'impression, tu sais, les prisonniers qui sont condamnés à perpétuité et qui font des petits traits Ouais, sur les sur le murs. mur de la prison, j'avais l'impression d'être là-dedans. Et là, tu fais non, faut sortir, ça devient un cercle vicieux, tu es vraiment mal, quoi. Et, Mm. et en fait, il y a rien qui mérite de te mettre aussi mal. Mm. Et il y a une autre réflexion qui m'est venue, c'est sur l'expression gagner sa vie. Je sais plus où j'ai lu ça, quelqu'un, une citation qui disait mais j'ai pas à gagner ma vie, elle m'appartient. Mm. Ouais. En Eh fait, oui. j'ai à faire de ma vie quelque chose qui me nourrisse, qui me remplisse, mais j'ai pas à la gagner. Mm. Et quelque Ouais. part, on a perdu un peu le sens de à quoi sert le travail. Ouais. Complètement. Mm. Ah, mais complètement. Et tu vois, ça pour les jeunes, je trouve que ils redéfinissent le travail, comme tu disais, hein, tu dis c'est bien de redéfinir le travail. Eux, ils redéfinissent le travail pour eux. Alors, je dis pas pour tous, mais moi, je connais pas mal de jeunes pour qui, justement, le travail, ça doit être quelque chose d'utile à la société, à une communauté, tu Ouais. vois, et pas à une personne ou un groupe de personnes. Mmh mh. Et je pense qu'il y a là aussi quelque chose qui est peut-être un peu différent, c'est-à-dire que nous, euh, peut-être notre génération, on ne s'est pas posé la question en ces termes. Il y avait une société qui était comme ça, qui était, enfin, on va dire relativement figée aussi. Je pense qu'il y a ça aussi. Il y a Mm. beaucoup de transitions depuis relativement figées. Le système était comme ça. On travaillait pour une entreprise, on avait un salaire à la fin du mois. Éventuellement, on pouvait espérer monter dans la hiérarchie, enfin, ce genre de choses. Aujourd'hui, les jeunes, ils se disent, mais non, enfin, c'est pas ça le travail. Le travail, c'est pas un truc artificiel où tu vas faire un truc qui n'a aucun sens, où tu vas fabriquer des trucs qui vont aider d'autres à fabriquer d'autres trucs, mais en fait, on se fait travailler les uns les autres, machin, et ça n'a pas de sens. Non, le C'est ça. travail, c'est faire à manger pour les gens, soigner les gens, enfin, tu vois, c'est faire des choses utiles pour avancer ensemble, pour notre bien-être, pour que chacun puisse survivre. Je pense que c'est cette dimension aussi, quelque part écologique, dont on parle beaucoup plus, tu vois, qui réveille aussi des besoins plus fondamentaux, en fait. Mmh. C'est ça, parce qu'on revient aux sources. Au final, heu, le travail, c'est quoi au départ? C'est: «J'ai un don, je sais faire pousser des choses, ben, moi, je vais faire de l'agriculture. Et puis moi, j'ai un don, je sais fabriquer des objets en bois ou en pierre, ben, je vais faire ça». Et puis on met en commun et on vit en communauté avec le fruit de nos travails respectifs. Et là, ça a du sens puisque ça contribue à la survie de toute la tribu. Mais je sais pas Et pour mon vous, chat mais qui fait n'importe quoi. moi, dans chaque boulot que j'ai fait dans ma vie, j'ai quelque part trouvé du sens à chaque fois en fonction de mon, on peut appeler ça un niveau d'éveil de conscience peut-être, mais j'ai toujours eu du fun, moi, dans mes jobs, tout le temps, en fait, vraiment. Mais je dis, bon, après, voilà. Mais ce que je veux vous dire, c'est que je pense qu'à partir du moment où on fait quelque chose qui est fun pour nous, mais après, on va le vibrer autour de nous. Donc, quoi qu'on fasse, ça va avoir un impact, en fait, sur les autres. Oui, Donc, mais ça, je te rejoins, mais en même temps, c'est avant de penser à la communauté, bah, pense à toi aussi, comment tu te construis, parce que si tu fais un boulot qui te plaît foncièrement, en fait, tu vas le faire de... Je te prends juste un exemple. Euh, j'ai sauté en parachute il y a un mois avec mon fils. On a eu chacun un instructeur différent. Mon fils, quand j'ai vu l'instructeur qui est venu pour lui, c'est lui qui a fait le briefing pour tout le monde. Et là, tu as trop... Le mec, tu sentais vraiment qu'il adorait son job. Il t'a communiqué vraiment une joie. Il t'a communiqué toutes les mesures de sécurité en étant focus, mais avec son énergie à lui. Et en gros, tout le monde avait envie d'aller avec lui. Hein. Et puis après, moi, j'ai vu mon instructeur arriver. Et là, je me suis dit, ah, bah, c'est pas la même vibes. Hein. Là, tu sentais qu'il était plus en train de pointer. Me demande s'il n'était pas militaire de carrière avant, je ne sais pas, mais il avait l'air beaucoup plus rigide, etc. Et on n'a pas du tout vécu la même chose, en fait, avec mon fils. Après, quand on s'est débriefé chacun,
on n'a pas du tout vécu la même expérience et c'est OK aussi, ça dépend de la personne qui vit l'expérience. Mais ce que je veux dire, c'est que quand vraiment notre job, il nous plaît, que tu sois planteur de patates, que tu sois instructeur de saut en parachute, ou que tu sois infirmière, ou que tu sois femme de ménage, enfin voilà, chacun on a un job qui contribue dans ce monde finalement. Donc tout dépend de la façon dont tu le vis et aussi évidemment de ton pourquoi tu le fais. Et je pense que les jeunes, ils ont vraiment une conscience de ça, plus que nous, ce qu'on avait à l'époque. Moi, je pense que je l'ai vécu, mais d'une façon plus spontanée, juste en accueillant quelque part les opportunités, en saisissant les opportunités qui m'étaient présentées. Mais ouais, moi, j'ai toujours kiffé mon job, quoi. Oui, mais je vois ce que tu veux dire, Hello, je suis d'accord. Mais tu vois, par exemple, mon premier travail était dans une usine pyrotechnique. Ah, Alors moi, je travaillais dans le secteur automobile, donc effectivement, tu peux te dire, voilà, ça simplifie les choses parce que on fabriquait des prétentionneurs des ceintures et des allumeurs pour aller dans les airbags. Donc effectivement, tu vois, trouver du sens, c'est bien, mais il y a quand même une partie de l'entreprise qui travaillait sur de l'armement. Et quand tu es dans ce genre de travail, tu vois, tu peux aussi être face à un dilemme de se dire, ben, est-ce que je trouve ça éthique. juste? Voilà, est-ce que c'est juste pour moi? Et d'ailleurs, on a un collègue à qui c'est arrivé, hein, il avait pris une année sabbatique pour faire une formation de musique parce que c'était ce qui lui plaisait. Il est revenu et il a dit, mais je peux pas continuer à travailler dans cette entreprise. Je peux Ouais. pas continuer à, quelque part, j'ai l'impression d'être complice de fabriquer des armes, tu vois. Mm. Et ça, c'est aussi quelque chose qui, je pense, aujourd'hui, a plus de poids qu'à notre époque. Et tu vois, pour te dire que ça existe à toutes les époques, puisque j'ai eu un collègue qui a eu cette prise de conscience à l'époque, donc c'est pas d'aujourd'hui. Mais aujourd'hui, il y a plus ce mouvement, en fait, c'est quelque chose de plus courant. Des jeunes qui se disent, mais non, mais moi, je veux pas travailler dans ce genre d'entreprise. Ouais. Que nous, on se posait peut-être moins la question, parce que c'était un travail, voilà, et tu regardais pas forcément la finalité de, voilà, c'était. Il y a plus de conscience, en fait, dans leur choix. Oui, il y a plus de conviction et en ça, ils sont très engagés finalement. Plus que nous. Oui, et encore une fois, ils osent. Ils osent porter leurs valeurs. Conviction. Ouais. Ouais. Je change juste de contexte que j'ai plus de batterie. C'est un peu Entre moi qui arrête pas de bouger pour désolée. ouvrir au chat et toi qui nous fais le manège, J'ai voyagé on va être bien. à mon petit bureau. Voilà. Donc, pour en revenir à toi, Virginie, Oui. Tu as donc reçu un message. Ouais. Et d'ailleurs, tu vois, le message, là, encore aujourd'hui, toi, tu bouges à cause de ton chat, Hello, elle bouge à cause de son portable qui n'est pas branché. Moi, tu imagines bien que le chat, il est dehors depuis le départ et mon portable, il est branché parce que je sais que je ne peux pas bouger. Excellent. Qu'est-ce que tu en tires comme conclusion par rapport à ta vie? C'est un grand mot, mais... Sur le mot être, quand tu as rebondi sur le mot être, tu vois, Eh bien, tu vois, le côté être, pour moi, ça a été très clair parce que cette ce côté, j'avais besoin de cette sécurité, tu vois, du travail temporaire pour avoir cette sécurité financière tous les mois. Mais en réalité, ça me prenait plus de 9 heures par jour, quand même, tu vois, même si c'était voilà, c'était quand même limité à 9 heures, on va dire, parce qu'effectivement, travail alimentaire, mais ça me prenait quand même plus de 9 heures par jour, 5 jours par semaine, pour ça. Ouais. Donc, quelque part, c'est aussi se voiler la face, se dire, bah, en fait, je fais des choses, hein, parce que concrètement, je fais des choses, je vais gagner ma vie quand même si à côté, je fais quelque chose qui me plaît et qui, pour l'instant, ne me rapporte pas suffisamment pour gagner ma vie. J'aime bien cette expression depuis que tu en as parlé. En fait, il y a eu aussi donc la partie du corps qui a été touchée pour m'immobiliser, qui n'est pas anodine. Hein, on en a parlé, d'ailleurs, Cécile, tu m'as envoyé des choses là-dessus et j'ai trouvé ça génial. La cheville. Et un de mes premiers réflexes à l'hôpital, ça a été de regarder en fait quelle était la symbolique de la cheville. Et en fait, la cheville, c'est une articulation qui permet de changer de direction.
Mmh, Mm, c'est Et beau. ça, je me suis dit, bah voilà, c'est pas anodin non plus. C'est Mmh. pas anodin. mm. J'étais salariée et je sais que le switch de salarié à entrepreneur, il n'est pas anodin. Voilà. Et même si j'étais consciente qu'il y avait certaines phases que j'avais dépassées, je savais que certaines phases, voilà. La relation à l'argent notamment, hein, Cécile m'avait fait participer aussi à un challenge qui était vraiment top parce que ça a révélé aussi des choses. Je savais hein, que j'avais un peu des problèmes avec ça, d'où le côté, c'est très confortable d'être salarié parce que tu fais ton boulot, pour avoir la conscience tranquille, tu le fais de ton mieux, et à la fin du mois, il y a ton salaire qui tombe. Ouais. Tout va bien. Mm, mm. Tu vois. Quand tu es à ton compte, c'est différent. Il faut aller chercher. Il faut aller chercher les clients. Il faut aller chercher, il faut aller vendre. Voilà. Et ça, c'est pas quelque chose qui était c'était pas du tout naturel pour moi. Moi, j'étais dans le technique à la base, dans l'enseignement après, donc autant dire la vente, voilà, c'était mon dernier choix. Hein. C'est vraiment pas ce que j'aurais choisi en orientation à la base. Hein. Donc, voilà, Ouais, ça fait partie du pack quand tu es entrepreneur, mais voilà, c'est pas forcément la partie la plus simple. Après, moi, j'aimais bien ton idée de se dire, bah, je peux avoir 2 jobs, en fait. Je peux avoir un job, qui m'apporte une sécurité financière et développer mon job de cœur à côté. Moi, c'est ce que je fais. Mm. Après, du coup, toi, dans ton quotidien, qu'est-ce que tu as décidé de faire concrètement? Tu as pris une décision? C'est quoi le changement que tu veux effectuer dans ta vie suite à cette prise de conscience? Eh ben, déjà, oui, le travail intérimaire s'arrête. J'avais déjà prévu d'arrêter, hein, mais un peu plus tard. ben voilà. Donc voilà, tu vois, c'était un peu. Le message, c'était, mais pourquoi plus tard? Maintenant, c'est bien maintenant aussi. Ouais, ouais. Donc ça a été ça, et vraiment, je te dis, le message juste après, de lire s'attacher à être plutôt qu'à faire, ça me parle complètement parce que je suis Mm. quelqu'un qui effectivement, bah, je vais avoir tendance à faire un truc, faire un autre, enfin être dans l'action beaucoup, tu vois. Ouais. Mais bah, l'action, des fois, tu t'éparpilles en fait. Tu fais pour quelque part, il y a un côté, je me donne bonne conscience, je sais que j'ai fait ci, j'ai fait ça, enfin tu vois, le côté to-do list quoi, Ouais. Ouais. en mode to-do list. Remplir un vide, non? Ça te parle? Alors, remplir un vide, non, parce que non, je crois pas. Je crois pas. Il n'y a vraiment pas ce côté de vide, parce que dès que j'essaye de faire de la place, en fait, ça revient, tu vois, automatiquement. De toute façon, la nature a horreur du vide, comme tu dis, effectivement, quelque part. Mais Mais je pourquoi? pense que c'est Pourquoi? automatique. C'est-à-dire que, tu vois, l'une des premières choses que j'ai voulu faire en rentrant à la maison, c'est de me dire, il faut que je fasse une liste de tous les trucs que j'avais pas le temps de faire et que je vais faire maintenant. Et là, tout de suite, je me suis dit, mais stop! T'es reparti. Mais stop, c'était pas ça le message. Ouais. Tu vois à quel Mais, point mais je c'est pense. hyper dur. Ouais. Le Moi, je suis comme côté. toi, hein, Non, je suis toujours mais en ça, train de faire. ouais. Et je veux te dire, pour moi, mon interprétation, c'est je fais parce que ça me permet de pas être dans l'anxiété. Mmh. C'est-à-dire, tant que je suis en train de faire quelque chose, je sais que je suis en train de contribuer à un de mes process, machin, et je me pose moins de questions sur les résultats. Si tu fais pas, c'est-à-dire que, et j'aurais besoin de fois de pas faire parce que des fois, je compare le business, c'est un peu comme un rameur. Tu rames et tu as un moment d'inertie où tu profites de ta vitesse. Et on a besoin de ce moment d'inertie. Si tu rames tout le temps, en fait, tu t'épuises et ton Ça bateau, il avance pas avance plus pas vite. plus vite. Mmh. J'ai beaucoup de mal, moi, à être dans l'inertie parce que je vais en profiter pour faire autre chose. Tu as ton plan A, ton plan B, ton plan C. Enfin, je pense que ça te parle. Et Oui. au final, pour moi, c'est parce que je pense que je n'ai pas une foi suffisante en la vie ou en mon business, j'en sais rien, mais pour me dire: «OK, c'est bon, tu as fait ton truc, maintenant tu attends de voir». Tu vois, ça, j'y arrive pas. Donc je fais autre chose. Mais je me fais prendre à mon propre piège des fois, c'est que je fais trop de choses. Donc je me sabote en faisant trop de choses. Donc je mets pas l'énergie qu'il faut et je pense que c'est un peu peut-être ce qui s'est passé aussi pour toi en voulant absolument avoir un autre travail à côté pour l'alimentaire, pour la sécurité. Ouais, mais tu as utilisé 45 heures par semaine quand même.
Et donc, tu sabotes le reste de ton activité qui, de fait, ne peut pas te permettre de vivre puisque tu as plus beaucoup d'heures à lui consacrer. Et en t'écoutant, là, il y a quelque chose qui m'est venu. Tu vois, quand on parlait de génération, en tout cas de messages qu'on a pu entendre consciemment ou pas, je pense qu'il y a aussi le côté, moi, quelque chose que j'ai beaucoup entendu et qui me parle encore, hein. On se reposera quand on sera mort. Ouais. Tu sais, le côté, ouais, c'est bon, là, on a de la force, on a de l'énergie, on se reposera plus tard, quoi. Tu vois quand on ne pourra plus. Là, pour l'instant, on peut. Ça, c'est quelque chose qui me parle aussi. Mmh. Moi, c'est un truc que j'ai dit quand j'étais plus jeune. Et j'avais même fait une vidéo pour dire la plus grosse connerie que j'ai jamais dit quand j'étais jeune, c'était ça. Je dormirai quand je serai morte. C'était pas reposer, mais c'était dormir. Mais c'est le même sens. Et en fait, on a besoin de se reposer, on a besoin de dormir pour continuer à être en forme. Mmh. Et penser que ah ben, je vais vivre mes 24 heures par jour à fond pour en profiter un max, finalement, tu te raccourcis ta vie, hein. Alors moi, ça aurait pas pu être dormir parce que j'adore dormir, donc. Ah oui, c'est vrai. Mais tu vois, il y a le on-off. Il y a l'état Mmh. on et l'état off. Quand je suis Ce debout, je que suis debout. j'allais te dire, en fait, Virginie, est-ce que, tu vois, tu parles on-off, est-ce que tout est blanc et noir? Est-ce que, est-ce que, est-ce que tu avais un job qui te prenait 9 heures par jour? Tu décides quoi là? Vraiment d'arrêter tout? Alors tu vois, c'est excellent. Je me permets de rebondir juste sur ce que tu viens de dire. On-off et blanc et noir, pour moi, c'est pas du tout la même chose. Tu vois, le on-off me parle complètement. Blanc et noir, je te dirais, je suis métisse. Et c'est pas pour rien. Loupé. Ah non, Parce mais que justement, carrément. t'as ta réponse du coup. Mais dans ta vraie vie, comment t'appliques ça? Mais carrément, mais carrément. Moi, le côté diversité me parle à tous les points de vue, tu vois. Donc ça, c'est pas un souci, mais c'est juste le côté, tu vois, le virage de salarié à entrepreneur. Ce qui ne veut pas dire que je n'aurai pas éventuellement une activité salariée par la suite, j'en sais rien, tu vois. Mais aujourd'hui, c'est pas juste. Aujourd'hui, c'est pas juste de passer plus de 45 heures à travailler pour quelqu'un d'autre alors que je suis en train de développer mon activité. Tu vois, c'est vraiment ça. C'est le switch de me dire non, pourquoi est-ce que j'attends? Parce qu'en fait, je dis que j'ai choisi un travail intérimaire pour la liberté et en même temps, je ne me l'accorde pas cette liberté, tu vois. Ouais. Parce que je serais allée au bout du contrat de 18, enfin, un contrat de 18 mois qui n'était pas un contrat de 18 mois puisque c'était un contrat renouvelé toutes les semaines, juste un engagement oral sur les 18 mois. Ouais. Mais pour moi, un engagement oral, c'est un engagement quand même, tu vois. Mmh mh. Ouais. Même si je garde la liberté de casser s'il y a un souci. Mais s'il n'y a pas de souci, l'engagement, il est là. Et en fait, c'est quelque part ne pas vouloir écouter que non, pour moi, là, c'était plus juste, en fait, de continuer. Même si c'est comme si, en fait, je répondais à l'attente des autres, tu vois, parce que je sais qu'il y avait encore un besoin. Et en fait, je suis pas la seule à pouvoir répondre à ce besoin, tu vois? Il y a Mmh mh. ça aussi, il y a ce côté aussi, mais enfin, c'est bon, tu es pas la seule. Il y a d'autres personnes qui cherchent aussi du boulot et qui vont très bien te remplacer, tu vois? C'est Mmh. personne n'est indispensable. Comme on dit, les indispensables, il y en a plein les cimetières. C'est ça. Ouais, puis quelque part ta vraie valeur ajoutée, elle est probablement ailleurs. Elle est voilà, c'est ça, exactement. Elle est pas Mmh. là, elle est pas là. Et puis, n'oublions pas qu'on n'est pas là pour sauver les autres. On est là pour Oui. vivre notre vie, pour avancer notre chemin. Et oui, oui, bien sûr. C'est intéressant ce que tu soulèves comme point, le fait de vouloir, enfin de se dire que je suis indispensable, qui va me remplacer, c'est un point intéressant. Mmh. Mais oui, oui, parce que tu vois, quelque part, je voulais pas prendre cette décision d'arrêter. Alors qu'en fait, bah, là, ça a été imposé et puis ça se fait quand même, tu vois? Les Mmh. choses continuent quand même. La vie ne s'est pas arrêtée pour les autres, ni pour moi d'ailleurs, donc Mmh tout va mh. bien. Ouais, mais c'est chouette que tu aies pris cette décision parce que tu vas enfin donner la chance à ton projet, quoi. Oui, c'est ça. Mmh. Et tu vois, quelque part, moi, c'est aussi ça, parce que j'ai plein de moments où je me dis: «Ouais, tu sais, des fois, je vois passer des offres sur LinkedIn, des offres d'emploi, je dis: «Punaise, j'ai le profil, hein». Et tu as toujours un moment de doute, tu vois?
te dire, est-ce que tu poserais pas ta candidature juste pour voir? Mm. Et après, je me dis, ouais, mais si, mettons que tu es l'entretien, après, tu fais comment, tu sais? Mm. Et donc, finalement, je le fais pas, mais tu as toujours un moment où tu dis, comme Qu'est-ce tu disais, Qu'est-ce qui te pousse à aller le regarder? confort, le Ah oui. confort de Mm. savoir que ton salaire tombe à la fin de chaque mois, quoi que tu fasses. Mm. Quand tu es entrepreneur, finalement, tu as plus de contrôle sur l'argent que tu vas créer, on va dire, mais ce qui veut dire aussi que tu as plus de responsabilité de le créer. Et cette Mhm. responsabilité, des fois, elle est lourde. Mhm. Et donc, ça serait la facilité et une certaine forme de confort que de retourner dans le salariat. Et à la fois, j'aime tellement ma liberté de créer, de faire des choses dans lesquelles je m'éclate, Mm. où dans un sens, j'ai pas l'impression de travailler comme je le faisais avant parce que j'ai rien de pénible dans ce que je fais. À part un peu la compta, mais je l'ai sous-traité. Voilà, l'administratif m'est toujours un peu pénible, mais j'ai réduit au minimum. Et donc, quand après je me reprojette dans une entreprise, dans un système qui te broie, finalement, qui ne tient pas compte de qui tu es à titre individuel, je me dis: «Non, tu es bien où tu es, arrête». Mais il y a toujours cette petite tentation de dire: «Ah, c'est quand même truc à la con, le salaire», mais aussi, moi, j'ai eu pendant, je sais pas, 15 ans au moins, une voiture de fonction. C'est juste ça. Tu as une voiture, tu as pas à t'en occuper, tu as une super belle voiture. On te la change tous les 3 ans. Tu payes rien, tu fais changer, tu mets tes pneus neige, ça te coûte rien. Tu fais le plein, ça te coûte rien. Tu le passes tu vois? Ça, c'est du confort, en fait, Mm. qui crée une tentation de revenir vers le salariat. Oui, mais c'est qu'en fait, effectivement, et c'est pour ça que je trouve ça passionnant, en fait, les personnes qui envisagent des reconversions, parce que c'est tout un ensemble de critères. Et en fait, il n'y a pas une solution qui est meilleure qu'une autre. Moi, je ne dis pas il faut être salarié ou il faut être fonctionnaire ou il faut être Ouais. entrepreneur. C'est en fait chacun, en fonction de ses priorités, de ses besoins, de ses valeurs, qui va définir ce qui lui convient le mieux. Et je trouve que Mmh. ce travail, il est super important à faire. Et j'adore ça. Ouais. Tu vois, faire ce point-là avec la personne et dire, mais non, mais en fait, c'est pas parce qu'un tel, il a l'air d'être heureux que ça va te convenir, en fait. Mmh mh. Voilà, on regarde forcément ce qui se passe autour de nous et c'est normal, c'est l'inspiration. Mmh. Mais c'est pas parce que ça convient aux autres que ça nous conviendrait à nous. Et c'est pas parce que ça nous convient à un moment que ça nous conviendra toujours aussi. C'est Enfin, ça. c'est ça qui est génial. Moi, je trouve que c'est passionnant. Ouais. Ouais, et c'est quelle que soit ton envie, en fait, c'est l'idée, enfin, moi, ce qui me fait tenir, c'est laisse-toi une chance d'aller au bout de ce que tu voulais faire, tu vois? Qui est aussi un sujet pour moi, hein, heu, mais d'aller au bout et de pas avoir de regrets derrière, de dire: «Ah, peut-être que si j'avais attendu 6 mois de plus, je pouvais me sortir des super salaires et que l'idée du salariat n'était plus là, du tout», tu vois? Et c'est vraiment aller au bout de ça, quoi. À quel moment tu te dis: «OK, là, je me suis laissé toutes les chances et bon, ça marche ou ça marche pas». Mais c'est ça qui, fait douter, je pense, de temps en temps. Il y a pas de critères, très nets de: «Là, c'est bon, là, c'est pas bon». Du stop ou Et encore, quoi. et c'est là où on se reconnecte aussi au enfin, ta boussole intérieure va t'aider à savoir ce qui est bon pour toi, en fait, dans ton ressenti Mmh mh. et Oui. ouais, je trouve aussi heu, que finalement la vie nous amène toujours ce dont on a besoin au moment où on en a besoin. Parfois, on ne prend pas le temps de s'arrêter pour le voir. C'est peut-être ce qui se présente à toi, tu vois, Virginie. Moi, ça m'est arrivé avec un accident de voiture où je vivais à 200 à l'heure. Franchement, je faisais un métier que j'adorais, mais je donnais beaucoup, toujours plus, pour satisfaire encore plus les autres et pour, bah, à la fin du compte, recevoir, leurs éloges, être aimée de ces personnes-là, que ce soit, mes employés, que ce soit, mon boss. Heu et en fait, la vie m'a mis un accident de voiture pour me rendre compte de ça. Mais après, je pense que c'est des signaux aussi qu'on peut apprendre à garder en tête, c'est-à-dire: «Tiens, comment je peux rester connectée à mon corps?» Donc pour moi, ça rejoint le être. Parce que quand tu veux vraiment, comment dire? Vibrer ce que tu es authentiquement,
ça passe forcément par le corps et il faut prendre le temps de se reconnecter justement à ce corps. Euh, Ouais, voilà, je voulais juste partager ça. Que quand on se reconnecte au corps, finalement, et qu'on ralentit, du coup, parce que se connecter au corps, c'est forcément ralentir. Et du coup, on a de plus en plus la facilité d'identifier, tiens, qu'est-ce que la vie, elle m'amène là, et surtout de laisser un espace pour ce que la vie veut t'amener. Parce que si on remplit tout le temps, tout le temps, tout le temps, par différentes raisons, ça peut être la peur du manque, ça peut être plein de raisons différentes, et ben en fait, on laisse pas l'espace à la vie pour ce qu'elle a à nous présenter, en fait. C'est ça. Ah oui, mais Et complètement. là, tu vois qu'avec tes 45 heures par semaine, de toute façon, tu as pas de place pour prendre des clients, quoi. Oui, ouais, c'est terrible. Oui, oui, oui. C'est pour ça que de toute façon, je ne comptais pas continuer très longtemps. Mmh mh. Mais oui, le très longtemps, c'est raccourci. Voilà. Mais, mais tu vois, je pense, Élodie, ce que tu viens de dire là, ça me fait penser que justement, là où j'ai été à l'écoute et de me dire que je sais que c'est juste pour moi d'arrêter le travail salarié pour l'instant, et je dis bien pour l'instant, hein, c'est que ma première pensée, ça a été, bon, je crois que ma journée de travail est pliée quand même. Ma première pensée, ça a été pour mes collègues de me dire: «Il faut que je les prévienne que je vais pas venir là, tout de suite, et après on verra», et mais quand même, ça a pas été une grosse frustration, tu vois? De me dire, «Oh mon Dieu, je vais pas pouvoir aller travailler», parce que ça aurait pu être ça aussi, tu vois? Ce Mmh. côté: «Ah mon Dieu, je vais pas pouvoir aller travailler, je vais plus pouvoir aller gagner ma vie», tu vois? Et non, Mmh. pas du tout, pas du tout. Je me suis dit: «Non mais là, il y a un message». Ouais, tout de Je le suite. prenne comme ça, ouais, Ouais, ouais. à Et ça, je crois que c'est bon, ça, c'est aussi une question de maturité, je pense. C'est pas juste une question d'état d'esprit ou machin, c'est que peut-être qu'à 20 ans, j'aurais pas eu ce genre de pensée, tu vois? Mmh mh. Peut-être. Mmh. Mais en tout cas, oui, c'est là que je me suis dit, bah, en fait, oui. Enfin, j'ai eu tout de suite cette idée de, bah, là, il va falloir écouter quelque chose. Je sais pas encore quoi, mais il y a quelque chose à comprendre là. Ouais. Ah, c'est Ouais, hyper les C'est la important. première fois que je me casse quelque chose, hein. Ah ouais. ah ouais, quand même. Ouais. Cette histoire de direction, c'est hyper puissant, hein. Oui, 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 c'est clair. Ouais, mais toute la symbolique comme ça, quand tu creuses un peu, c'est bah, je te l'avais passé, Hello, le dictionnaire de Jacques Martel, là. Et tout le temps. Mmh. Alors parfois ça résonne et parfois non et c'est marrant parce que j'ai une de mes coachées que je devais voir ce matin et en fait, elle a un truc au poumon et donc je lui ai dit au début, j'avais été lire ce que la description dans le dictionnaire de Jacques Martel et je me suis dit: «Oh, je peux peut-être pas, lui partager ça» parce que, tu sais, quand tu partages des choses, ça a forcément une incidence sur ton inconscient et tu commences à mettre une petite graine finalement. Et donc, j'ai été chercher quelque chose de plus soft au niveau de la symbolique. Et ben, vous allez le croire ou pas, c'est elle qui m'a envoyé les photos du livre de Jacques Martel Et ben voilà. et j'ai trouvé ça excellent et voilà. Mais c'est dingue Ouais. comment la ouais, finalement la vie, amène aux gens ce qu'il leur faut, quoi. Je trouve ça Mmh. chouette. Mais je te rejoins sur le fait que tu peux pas forcément dire tout ce qu'il y a dans ce bouquin Non. comme ça, Mmh. mais il y a des petites recommandations que tu peux commencer par ça. Dire: «Ah bah, peut-être que», puis Mmh. après si la personne accroche, elle va creuser. Mmh. Mmh. Tu Mais vois, oui, Ouais. Virginie, je d'ailleurs, lui ai dit: «J'ai d'autres bouquins, si tu veux, je peux t'envoyer». Je lui ai pas envoyé le truc en disant: «Tiens, regarde exactement, ton message». c'est ce que j'allais dire, oui, c'est ce que j'allais dire. Tu m'as tout de suite dit: «Ah bah oui, intéressant ce que tu as fait, comme conclusion, si tu veux, on peut aller plus loin, j'ai des choses», et je lui dis: «Oui, oui, oui, tout à fait». En plus, je vais vous dire, ça dépend aussi des sagesses ou des apprentissages qu'on a. Parce que je vois en Kundalini Yoga, par exemple, la peur se situe au niveau des poumons. Alors que, par exemple, quand moi j'ai eu mon ami qui a fait son AVC et que j'ai eu une peur incroyable, et quand j'ai été chercher ce que c'était, j'avais très très mal aux reins, j'ai été aux urgences et tout. Quand j'ai cherché ce que c'était, c'est la peur qui s'était mise sur les reins. Mmh. Donc en fait aussi j'ai envie de dire pas d'une civilisation, mais peut-être aussi quand même d'une culture ou d'une sagesse à une autre, bah, les organes n'ont pas la même signification et du coup, c'est pour ça que c'est important de dire à la personne:
est-ce que ça te parle? Est-ce que ça résonne en toi ou pas? Parce que c'est possible que non, finalement. Moi, quand ma prof de yoga me dit systématiquement, non, mais les poumons, c'est la peur. Ben moi, j'ai expérimenté dans mon corps que les poumons, la peur, c'était vraiment dans les reins que ça se situait. Et j'avais trouvé ça pareil dans un dictionnaire sur Internet. Et je trouve ça assez intéressant, cette ouverture d'esprit qu'on peut avoir. Bien Si ça sûr. n'a pas de sens pour nous, on n'a pas à le prendre non plus. Et voilà, je voulais partager ça. Ah ouais, je suis tout à fait d'accord. Ouais, tout à fait d'accord avec ça. Et d'ailleurs, alors, en général, tu ne prends que ce qui te parle. Hein. C'est ça aussi. Oui, il y a des choses qui te font un déclic et tu dis, bon, ok, Ouais. là, il y a un truc. ouais. Et aussi, il faut voir qui on a en face de nous. Enfin, en tant que coach, il faut qu'on ait aussi la capacité de voir qui on a en face, parce que dans cette fameuse définition, il y avait un gros lapsus sur la relation au mari. Et je sais pas, si la personne elle n'est pas capable de voir que finalement, elle, ça ne lui correspond pas, bah, tu peux aussi porter une petite graine qui n'a pas à être là, quoi. Donc moi, je trouve que c'est quand même très... faire attention de la façon dont on partage, en fait, ces messages. Bien Moi, tu sûr. sais, en général, je dis, quand je fais de la reprogrammation posturale, quand il y a un moment où tu sens que les gens, ils progressent plus, entre guillemets, je dis là, il y a un blocage, on a tout regardé. C'est pas le système nerveux, c'est pas les dents, c'est pas les yeux, c'est pas les pieds. Donc il reste l'émotionnel, ou il reste qu'il y a quelque chose dans votre environnement qui vous convient pas. Et des fois, moi, je sais ce qui convient pas. Enfin, je me doute de ce qui C'est convient pas. pas d'après ce que Ouais. les gens me racontent, mais Ouais. jamais je vais aller dire hey, tu devrais jeter ton mari parce que c'est lui qui te va pas. Si après, chacun fait son chemin. Comme tu Tellement. dis, tu plantes une graine, tu dis bon, Ouais. on a tout regardé. Là, ce qui reste, c'est qu'il y a quelque chose dans votre environnement qui vous convient pas. À votre avis, c'est quoi? Et puis tu laisses les gens faire leur Alors, et chemin. ils le feront quand ils sont prêts, quoi. De toute façon, Exactement. tu peux pas forcer. Non. Là, Virginie, elle était prête. Ouais, C'est ça. comme elle a réussi. Mais en tout cas, 3 semaines d'arrêt, et du coup, comment tu es? Et ben du coup, je prends le temps de faire des choses que je ne prenais pas le temps de faire avant. C'est d'être plus dans... Tu vois, quand j'ai envie d'avoir un échange avec quelqu'un, je me dis pas j'ai pas le temps. Parce que ça, c'est quelque chose que je faisais quand même. Alors que j'adore. Voilà, là, je suis super contente d'être avec vous, les filles. j'adore ça, ces moments-là d'échange. Mais je me disais, bah oui, on verra plus tard. Parce que concrètement, là, voilà, la journée est déjà bien remplie. Et je m'y connais en bien remplir. Hein. Donc, 9 heures par jour de boulot, ouais, je comprends. Ouais. Donc voilà, je prends du temps pour faire plus de choses qui me plaisent, pour être plus à l'écoute des gens qui sont importants pour moi. Et ça aussi, je pense que c'est important, tu vois, d'être plus à l'écoute des gens qui sont importants pour moi. Tu vois, le côté, bah, y a des fois où, pareil, tu vois, même mes enfants, des moments où je me disais, bah non, là, j'ai pas le temps. Alors que tu as envie, mais bah non, concrètement, il faut que j'aille au boulot. Bah là, j'ai plus ces excuses-là. Parce que quelque part, il y a aussi, tu vois, un côté excuse aussi, hein. Des situations, des fois des discussions qui peuvent être inconfortables, etc. Ah bah, là, j'ai pas le temps, il faut que j'aille au boulot. Tu vois? On en parlera plus tard. Plus tard Ouais, égale voilà. jamais. Et là, en fait, tu vois, il y a ce côté, ok, là, je me pose. Je me pose et on y va. C'est important pour toi, et ben on y va. Tu vois? C'est important En pour te moi. parlant à toi. Virginie, c'est important pour toi, on y va. C'est ça. C'est ça. Et ouais, je pense que c'est ça Enfin, pour l'instant, c'est comme ça que j'expérimente le être, tu vois. D'être plus à l'écoute de mes besoins, de mes... De tes ouais, besoins. du respect de ce qui est important pour moi, en fait, de mes valeurs, quoi, finalement. Oui, de tes essentiels, quoi. Mm. Et je rebondis sur... donc avant, tu n'avais pas le temps parce que tu avais le boulot. Et puis là, tu parlais de tes enfants tout à l'heure. Moi, ce que j'ai expérimenté depuis le début de l'année, là, j'avais fixé mes essentiels. Donc, après un petit travail, je me suis mis en numéro 1. Ensuite, j'ai mis ma famille et ensuite, j'ai mis ma mission de vie. Et je me suis rendu compte que petit à petit, finalement, mes essentiels, fallait aussi que je mette la limite vis-à-vis de moi aussi.
peut-être j'avais tendance à un peu trop être dans dans la méditation, etc. À un moment donné, mon corps m'a dit: «Ah, bouge-toi un peu là». Et puis aussi vis-à-vis de ma famille, j'ai pas mis mes limites en fait. Et du coup, mon essentiel, il était plus là pour m'énergiser. Au contraire, il me prenait trop. Pourquoi? Parce que j'étais encore dans répondre à leurs attentes pour être aimée d'eux et finalement m'oublier dans l'équation. Et donc, j'ai eu un petit warning de la vie que mes essentiels, ils sont importants tant que je sais poser mes limites vis-à-vis d'eux. Ouais, et tant qu'ils s'équilibrent entre eux, finalement. Oui, oui, on peut dire ça. Mmh mh. Ouais, c'est hyper fort ce que tu dis là, Hello. Ouais, ça me parle beaucoup parce que, tu vois, c'est comme si, en fait, même là, tu vois, on était amenés à se rencontrer aujourd'hui. Entre moi qui disais que je mettrais trop de fer et toi qui disais que t'en mettais pas assez. Finalement, tu vois. Comme quoi, il n'y a pas de. Effectivement, même là-dedans, il n'y a pas de recette en fait pour personne. C'est chacun doit trouver sa juste mesure entre le faire, l'être, mais que les choses soient cohérentes en fait. Ouais. Qu'il y ait une cohérence entre tout ça en fait. Si on fait les choses, c'est parce qu'on est, c'est parce que. Enfin, tu vois, ouais, tu vois, je ne sais pas trop l'expliquer là, mais Parce qu'on le ressent. C'est un appel de l'intérieur, en fait. ouais, ouais. Faire des choses, pas forcément, ouais, pour répondre aux attentes des autres. Peut-être ça aussi, ouais. Après, je trouve que c'est assez challengeant de se dire: «J'ai de la valeur pour qui je suis». C'est beaucoup plus facile de se dire: «J'ai de la valeur pour ce que je fais», franchement. C'est clair. C'est clair. Ça Enfin, en s'appelle tout cas, moi, ça me challenge de me dire: «J'ai de la valeur pour qui je suis» et c'est un message qu'on m'a fait passer. On m'a dit: Mmh. «On t'aime pour qui tu es, Mmh. pas pour ce que tu fais». Et là, d'un coup, tu enlèves tout ce que tu fais et tu dis: «Il reste quoi?» Tu as du mal à, tu sais, à voir exactement. Tu dis: «Bon, marrant OK, je parce que suis une bonne personne, je suis ouais, quelqu'un d'empathique, de gentil», mais tu retournes vite dans le faire. Ouais. Ouais. pour illustrer ça, j'ai fait une conférence il y a 15 jours, je crois maintenant. Et en fait, évidemment, pilier numéro 2, tombe follement amoureux de toi. Donc, c'était pour les entrepreneurs femmes. Et en fait, j'ai pris l'image du billet de 20 euros. Je leur ai demandé qu'est-ce que vous voyez là? 20 euros. Je chiffonne le billet, qu'est-ce que vous valez là? 20 euros. Quelle est la valeur de ce 20 euros? Et ensuite, je le piétine et limite, je crache dessus et je leur dis, mais quelle est la valeur? Toujours 20 euros. Et je leur ai dit, bah, en fait, pour vous, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que votre valeur ne dépend pas de ce que vous faites, de vos exploits, de ce que vous réalisez. Votre valeur, elle est intrinsèque, et c'est comme quand vous prenez un petit bébé dans vos mains, en fait. Ce bébé, vous tombez follement amoureux de lui alors qu'il n'a jamais rien prouvé à personne. Et c'est vrai que c'est important de se le rappeler, ça, Cécile. Merci d'avoir amené ce sujet parce que c'est là où c'est le cœur de tout. Quelle est la valeur qu'on s'accorde, nous? Comment on peut retomber chaque jour amoureux de nous, juste pour qui on est? Juste le fait d'être une créature humaine, un truc de fou quand on y pense. Quand on voit notre corps, la machine incroyable que c'est. Et puis bon, moi j'ajoute le divin, évidemment, hein. Pour moi, comme tu parlais de talent, tout à l'heure, Cécile, je pense qu'on a vraiment moi je pars du principe que c'est Dieu qui nous a créés. Nous sommes des créatures divines. Nous avons tous du divin en nous, un potentiel incroyable. Mais ça, pour aller s'y ressourcer quelque part et aller puiser pour faire après, pour créer, bah, quelque part, on a vraiment besoin de cultiver cet amour pour nous parce que je pense que c'est jamais acquis parce que dans la vie, on est tout le temps challengé. Et je pense que c'est un peu ça notre chemin de vie finalement, que quel que soit ce qui nous arrive à nous sur notre chemin, comment on peut toujours repuiser en nous pour aller se retrouver dans ce petit espace divin, ce petit cocon, pour se ressourcer de cet amour inconditionnel en fait. Mmh. Ouais, et en fait, moi, il y a une façon que j'ai trouvée pratique pour moi, en fait, de prendre conscience de ça. Comme tu disais, Cécile, tout à l'heure, euh, de nous aimer pour qui nous sommes, et pas pour ce qu'on fait. Ça a été un moment très fort que j'ai partagé avec une amie qui allait très mal à un moment.
Et j'étais là parce que je trouvais ça juste d'être là. Hein. C'était pas pour être une sauveuse, c'est parce que, enfin voilà, je trouvais que c'était ma place d'être là. Et je lui ai dit ça à un moment, mais vraiment je le ressentais. Tu vois, c'était pas pour lui dire, pour lui faire plaisir. Je ressentais de lui dire, non mais Babette, je t'aime pour qui tu es, en fait. Et, et, et elle me dit, mais je comprends pas pourquoi. Elle dit, je comprends pas, je fais rien de spécial pour toi. Je dis, mais t'as pas besoin de faire. Je t'aime pour qui tu es. Et en fait, au moment où je lui ai dit, tu sais, où j'ai vu ses yeux interrogateurs, machin, là, le côté miroir, comme tu dis, je me suis dit, ben ouais, en fait, si elle le comprend pas, ça explique pourquoi c'est si difficile, en fait, à comprendre pour soi. Mais en fait, si tu le transfères, si tu te dis, ben oui, en fait, elle n'a pas besoin de le comprendre, c'est comme ça. Moi, je le sais et c'est sincère. Ça veut dire que je peux accepter aussi que les autres pensent ça de moi, même si je ne le comprends pas. Et j'ai pas Ouais. besoin de le comprendre, j'ai pas besoin, tu vois, voilà, parce que je crois qu'il y a un côté rationnel là-dedans. Des fois, on veut comprendre des choses où il n'y a rien à comprendre. Et C'est en fait, ça. je me suis dit, il n'y a pas besoin de le comprendre, juste le ressentir. C'est ça qui est super compliqué, je pense. Mm. Tu vois, c'est de se dire que quelque part, ton mental ou ton intelligence n'était d'aucune aide. Mm. Parce que c'est quelque chose que tu peux pas comprendre. C'est Qu'est-ce que waouh. ça veut dire par là? Ben, tu peux moi, c'est quelque chose que je peux pas comprendre. Tu vois, ce que vient d'exprimer Virginie? Mmh. Ce concept de «je t'aime pour qui tu es», en fait, je n'arrive pas à le comment dire? C'est pas quelque chose de palpable pour moi, je le comprends pas. Oui, c'est dans le ressenti encore une Ouais, fois. c'est dans le ressenti, mais je trouve que c'est ça qui le rend complexe, Mm. parce que tu peux pas l'expliquer. C'est ça. Tu peux ni l'expliquer ni le comprendre, en fait. Mmh. Mmh. C'est pas Bienvenue dans la rationnel. 3e dimension. C'est pas rationnel, en fait, il faut juste l'accepter. Et, Ouais. et je te dis, moi, c'est vraiment par le fait de l'exprimer à quelqu'un que je me suis dit, par effet miroir, en fait, je suis en train de lui dire qu'elle doit l'accepter parce que je le ressens. Et je suis vraiment dans cette. Et je pense qu'à ce moment-là, tu vois, il s'est passé un truc. Vraiment. Dans Mmh. le côté, tu vois, le côté faire corps, le côté. Énergétique, vibration. Ouais. Tu sais, le côté avoir cette impression d'appartenir à quelque chose de plus grand qui nous dépasse. Mmh Vraiment. mh. Moi, Ouais. je suis pas, voilà, hello, je suis pas croyante, tu vois. Donc, j'ai pas ce côté divin, mais je pense que là, dans ces moments-là, en fait, je comprends ce que c'est que le divin, tu vois. C'est ce truc qui n'est pas explicable, qui fait Mmh. qu'on se sent relié sans l'être physiquement, tu vois. Et ça va au-delà de quelque chose de compréhensible et de tangible, et voilà. C'est Il se passe un subtil, truc. c'est subtil, comme on dit. Ouais. Mmh. Ouais, après derrière le mot divin, tu mets ce que tu veux. Ah oui, il y a pas de religion là derrière, hein? Parce C'est que tu vois en reiki, on parle aussi de mission divine, de présence divine. Ça parle pas de Dieu, en fait, ça parle juste de justement, ce truc-là qui est plus grand que nous et qu'on n'arrive pas à comprendre. Mmh. Et je vais vous partager un truc que j'ai vu sur Insta, c'est un prof de physique qui fait des explications, mais j'adore et c'est tout bête, mais ça permet de comprendre qu'il y a des choses qu'on ne voit pas et qui existent pour autant. Il dessine sur un tableau un carré. Il dit: «Ce carré, il vit dans un espace qui est en 2 dimensions, qui est le plan du tableau». D'accord? Donc mon carré est là. Je vais prendre un post-it pour faire le carré. Mon carré est là. Si je passe de là à là en étant sur le tableau, il me voit. Tout va bien. Donc je suis dans ces 2 dimensions. Donc il comprend ce qui se passe. Si je passe de là à là, en passant par la 3e dimension à laquelle moi j'ai accès, pour lui, c'est un tour de magie. Il comprend pas ce qui s'est passé là. Je suis passée de là à là, il m'a pas vue. Si je passe en traversant, il me voit passer au milieu. Pour lui, je suis un point alors qu'en fait, je suis une droite. Tu vois? Et en fait, ce qui était énorme, c'est qu'il dit ça, c'est le passage de la 2D à 3D. On comprend que, bah, quand toi, tu as accès à la 3D, le mec qui est en 2D, il y a plein de trucs qu'il capte pas et qui existent pour autant. Et bah, c'est la même chose pour nous qui vivons en 3D avec la 4D. La 4e dimension, on la voit pas et pour autant, voilà.
Ouais, c'est excellent. Et moi, j'adore, ça me retourne le cerveau. Mais tu vois, on peut penser, après, tu peux dire le divin, c'est cette quatrième dimension. C'est ce que tu vois pas, mais qui est pourtant là. Donc l'énergie, les vibrations, c'est. Puis après, tu as le point de vue du chimiste qui peut te dire aussi, de toute façon, on est tous fabriqués avec les mêmes atomes parce qu'on se recycle. C'est pas des nouveaux atomes qui arrivent sur Terre pour fabriquer les gens, hein. Donc c'est les mêmes. Donc on a tous en nous une part de dinosaure, une part de Mozart, une part d'Hitler. Mmh. Un atome, quoi, au moins. Voilà. Ça aussi, peut-être que ça nous relie, on n'en sait rien. C'est ça, ouais. C'est excellent. Ouais, ces analogies me parlent beaucoup. Oui, tout à fait. C'est chouette. Bon, les filles, ça fait un petit moment qu'on discute. Ouais, t'as vu, ça nous a laissé sans voix, là. Les Ah, je illustrations, vous ai là, tué, là. top. C'était Non, le mais truc. top. Je vous ai retourné le cerveau Vous avec. voyez pas du tout ça comme ça, en fait. Moi, je voyais plus ça comme. Mais c'est marrant, ça, c'est aussi notre expérience chacune. Toi, tu es vachement scientifique. Moi, je voyais ce que tu as illustré, je le voyais plus comme. En fait, on est tous de la matière. Et en fait, on est tous reliés parce qu'on fait qu'un. Et ouais, un peu peut-être comme ce que tu as vécu, Virginie, je sais pas, mais un jour, je me baladais dans la nature et j'avais vraiment physiquement l'impression de faire qu'un avec ces éléments du vivant. C'était vraiment un truc incroyable. Et je pense vraiment qu'on est on est une masse en fait, on est une masse énergétique et donc on fait tous un. Bon voilà, Ouais. c'est ma façon de. Non, mais ça, je l'ai ressenti aussi, Hello, ce que tu dis, quand j'ai fait mon trek dans les Pyrénées, là, l'été dernier. Ouais, Ah, c'était quand tu as les montagnes autour de toi, tout autour, des super panoramas et tout, c'est juste, tu peux te dire que waouh, c'est beau tout ça. À la fois, tu te sens minuscule de ah, cette immensité et en même temps, tu te dis, mais je suis là et je fais partie C'est ça. tu vois, de J'en fais cette partie. immensité, quoi. Ouais. Ah ouais, ça, c'est vraiment quelque chose, je pense que ouais, la connexion à la nature, c'est quelque chose qu'on a aussi perdu avec nos modes de vie, tu vois, et, euh, mm, et qu'on prend plaisir, je pense, tous à retrouver dès qu'on peut, en fait. Enfin, Mm. voilà, moi personnellement, j'habite à la campagne, donc j'ai cette chance de pouvoir le faire assez souvent. Je pense que c'est plus difficile pour les gens qui habitent vraiment en ville, dans les grandes villes, mais on sent bien que même pour eux, c'est essentiel, quoi. Ouais. mm. Sur ce, les filles, sur Ouais, ces c'est belles ça. paroles, je crois qu'il va être temps de laisser les personnes qui nous écoutent parce que ça fait long, Mm. même si on aurait pu continuer encore un moment. Est-ce qu'on leur fait une petite invitation peut-être à partager? On a évoqué plein de sujets, mais on peut, bah, toi qui nous écoutes, tu peux partager déjà sur ce que tu penses du travail par rapport au début de nos échanges. Tu peux aller soutenir Virginie dans son 100% coach maintenant. Donc, on te retrouve où, Virginie? Sur Insta? Oui, je suis sur Insta, sur Facebook, un peu sur LinkedIn, un peu moins, mais un peu aussi. Ok. Ouais. Donc, Virginie Adèle, tu t'abonnes, tu vas On va aller mettre. liker tout ce qu'elle fait pour l'encourager. Et puis, tu peux nous échanger aussi comment tu te ressources et comment tu envisages cette quatrième dimension, le divin, tout ça. Ça peut être cool. Tout ça en commentaire. Et est-ce qu'il y a des messages du corps, hein? Ouais. Ouais. La preuve, on apprend à tout âge, hein. Ah bah oui, c'est toujours Ah utile ouais. de partager. Ouais, ouais. Les filles, Bah, merci merci beaucoup. pour cette super Merci, discussion. merci à vous, c'était À chouette. bientôt. Et à toutes celles qui nous auront écoutés et ceux. Et puis ouais, à bientôt pour un prochain épisode. Bye et bon Salut, rétablissement, Virginie. merci.